Salut tout le monde, bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast en français entièrement dédié aux Dallas Mavericks, un podcast que vous pouvez suivre sur votre plateforme audio préférée ou sur YouTube et échanger avec nous également sur X, Facebook ou Instagram. Dites-nous pourquoi, à votre avis, les Mavs sont dans une bonne dynamique avec leurs 3 victoires d'affilée. Est-ce que c'est juste leurs adversaires qui sont faibles ou est-ce qu'ils ont trouvé comment jouer ensemble? Est-ce qu'il y a un joueur qui sort du lot? Enfin, en tout cas, donnez-nous votre avis. Je suis sûr que mes 2 acolytes vont faire de même, à commencer par Quentin. Salut Quentin. Alors j'imagine que ton niveau de frustration a baissé par rapport à la semaine dernière. Salut Bern, salut tout le monde. Oui, ça va mieux que la semaine dernière. Heureusement qu'on n'a pas enregistré l'émission après la défaite contre Utah parce que là c'était vraiment le pire en termes de déprime. Mais là, ça va bien. Je suis content de faire l'émission avec vous et de débriefer tout ça là. L'élan est positif. Et je suis avec Nico. Toi aussi, Nico, ça va mieux? Ouais, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Surtout pour le post-match Utah. Je pense que j'ai mangé ma casquette là. Et je me sens effectivement mieux. L'élan est positif. On parlait d'élan dans le dernier podcast. Ben là, l'élan est positif. Ça fait du bien. Enfin. Essayons de ne pas trop nous enflammer non plus, les gars. Mais oui, effectivement, la dynamique, elle est bonne. On va en reparler pendant cette émission. On enregistre aujourd'hui, c'est le 20 novembre, juste après le match contre New Orleans. On va revenir sur ce match, bien évidemment. On va aussi parler de cette rencontre contre OKC. La victoire, c'était dimanche soir. La victoire de Dallas, ça fait énormément de bien à l'équipe. Et puis en fin d'émission, on fera une petite virée autour du classement à l'Ouest. On ira voir s'il y a une hiérarchie qui se dessine dans cette conférence Ouest qui comme nous l'avions prédit, et c'est une vraie jungle. Bon, avant ça, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière. On revienne à notre émission précédente où on avait des victoires dans le clutch, des défaites dans le clutch. 3 défaites d'affilée dans notre dernière mission. Et là, évidemment, on s'est retrouvé contre le Jazz. C'était il y a à peu près une semaine. Et on s'est dit, c'est bon, les Mavs vont se relancer contre Utah. Eh ben, ils ont une 4e défaite de suite la semaine dernière. Ça nous a, comme tu l'as dit tout à l'heure, Quentin, ça nous a mis le moral à zéro. Comment avez-vous vécu ce match contre Utah? Toi, Quentin, tu l'as regardé en direct? Ouais, je l'ai regardé en direct. Alors déjà, c'est une 4e défaite de suite à une possession. C'est-à-dire que ça fait 4 matchs consécutifs où on a perdu de 1, 2 ou 3 points. Donc vraiment, en termes de frustration, là, c'était très très élevé. Mais autant les 3 équipes d'avant, Phoenix, Warriors, Denver, c'est des équipes fortes. Là, Utah, et en plus chez nous, on savait qu'on devait gagner. Et le perdre, là, ça a vraiment mis un gros coup au moral global à l'équipe. Ça fait un peu monter le niveau d'inquiétude dont on parlait dans le dernier podcast de tous les fans. Et j'ai trouvé aussi que ça a montré pas mal de choses parce que sur ce match, donc PJ Washington était encore absent, mais aussi Kyrie Irving a manqué un match et je trouve qu'on l'a vraiment senti avec un Luka qui, on va sûrement y revenir, là, n'est clairement pas à son niveau qu'on lui connaît et a fait une faute professionnelle mais énorme sur la dernière possession. En fait, il oublie totalement son joueur et John Collins se retrouve tout seul sous le panier avec un oubli de Luka. Et j'ai trouvé que dans ce match, en fait, c'était assez parlant le fait que sans Kyrie ou sans PJ Washington, ça manquait d'un vrai leader, vu que Luka, là, il est pas au top et que Lively est trop jeune encore pour vraiment assumer prendre le lead. J'ai trouvé que on l'a vu dans cette rencontre et on n'aurait jamais dû perdre face à une équipe comme le Jazz qui normalement ne devrait pas gagner beaucoup de matchs. Et ouais, c'était quand même très très triste cette défaite et je regrette de m'être levé pour voir ça en direct. C'est vrai que c'était pas le genre de choses qu'on aime voir. Heureusement, il y a déjà une semaine, je commence un peu à l'oublier, mais sur le coup, elle a fait mal. Ce qui était terrible, c'est surtout ce 3e quart-temps. Utah gagne ce 3e quart-temps 38-21, 38 points. Les Mavs se prennent. Et j'avais trouvé que dans ce 3e quart-temps, il y avait un manque d'envie, un manque de motivation. C'était assez flagrant. Après, ils sont revenus dans le 4e quart-temps, mais franchement, c'était la déprime ce 3e quart-temps. Nico, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, bah, je déprime partagée. Disons, il y a 2 choses en fait. Il y a la maladresse, ça arrive toujours. Des erreurs, ça arrive toujours. Par contre, l'attitude, elle était catastrophique. Moi, c'est vraiment le truc que je ne supporte pas. J'avais vraiment l'impression contre Utah,
ils se prenaient pour une équipe qui ne sont pas, ils se sentaient au-dessus, supérieurs, et ils se sont fait punir. Et honnêtement, ils se sont fait punir moi je vais dire, c'est de l'arrogance. Et ils se sont fait punir ils sont nuls Utah, on va les écraser, on n'a même pas besoin de jouer à 30%. Et ben si, en fait. En fait, en face, l'équipe que la semaine dernière, je disais, c'est évident qu'on va les taper, j'aurais mieux fait de me taire, encore une fois. Et ben, ils se sont pris une fessée en troisième quart-temps. Alors, même s'ils sont revenus, en fait, sur la fin, quatrième quart-temps, notamment malgré tout grâce au talent de Luka et de Najee Marshall, notamment, pas que, mais notamment eux, bah, ils prennent une défaite qu'ils doivent jamais prendre. Enfin, c'est incroyable de perdre. Je pense qu'on a dit dans notre preview que Utah, c'était vraiment le plus bas de la conférence Ouest avec les Blazers. Ça se confirme globalement d'ailleurs sur le début de saison. Et tu n'as pas le droit de perdre ce match-là, en fait. Donc, ouais, super frustrant de perdre un match comme ça, de lâcher. Mais quelque part, c'est mérité, en fait. Tu vois, même si ça joue qu'à une possession, ils se sont tellement pris, ils se sont tellement cru trop beaux que mérité. Et puis, tu as raison, Quentin. Là, franchement, la dernière action de Luka, erreur de pupille, quoi. Voire poussin. Frustration absolue, de non-défense, de non-attention. Même s'il met 37 points, il fait un bon match, mais en fait, tu sens qu'il n'est pas à fond et tu sens que c'est pas juste dans le basket. En fait, là, c'était vraiment dans la concentration. Voilà, c'était too much, quoi. Peut-être que finalement ce match, il a fait du bien aux Mavs. Ils ont été piqués dans leur ego. Ils se sont rendus compte qu'il fallait pas sous-estimer leurs adversaires. Et derrière, on l'a dit, 3 victoires de suite. On va reparler un peu de ces victoires, mais on va commencer avec le match d'hier, si vous le voulez bien, contre New Orleans. Donc une victoire vraiment où ils ont dominé de bout en bout, on va dire, une victoire 132-91, donc 41 points, c'est assez énorme. Mais il faut évidemment commencer par dire que New Orleans avait énormément de blessés. On pourrait faire un 5 bien talentueux avec tous leurs blessés. Je les cite vite fait. Zion Williamson, DeJounte Murray, José Alvarado, TJ McCollum, Herb Jones aussi, tous blessés. Ils ne sont pas disponibles sur ce match. Donc, il y a eu des two-way players qui ont joué. Bref, il fallait gagner ce match. Il n'y avait pas le droit de perdre. Les Mavs ont gagné. Ils l'ont fait avec la manière. Alors, Nico, je vais te poser cette question. Est-ce que New Orleans était trop faible pour tirer quelque chose de ce match, ou alors est-ce que tu as vu des choses qui sont intéressantes? Est-ce qu'on a eu des indications sur certains ajustements ou le niveau actuel des Mavericks? Ouais, il y a deux choses en fait. Il y a clairement la faiblesse des New Orleans. Hein. T'as raison, c'est quasiment tout le 5 majeur, une bonne partie du 5 majeur qui était out et une partie des joueurs majeurs du banc. Donc, fallait quand même pas s'attendre à un miracle. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est un peu dur en plus pour les Pelicans parce que alors là, c'est dans le contexte NBA Tournament, non seulement quand tu gagnes des matchs comme ça en saison régulière sur des matchs normaux, tu n'appuies pas autant où ça fait mal. Et là, ils ont vraiment appuyé fort pour améliorer leur point average. Et donc, du coup, ils leur mettent 40 points. Donc, ce qui est quand même dur pour les Pélicans. Mais concrètement, les Pélicans, ils n'avaient plus d'ailes. Hein, pour faire une jolie métaphore. C'était assez logique, globalement, que les Mavs prennent très vite le dessus. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Je pense qu'au bout du premier carton, on a déjà compris que ça allait vite être plié. C'est ce qui s'est passé. On a perdu Nico. On a perdu Nico. Ah, est-ce que vous m'entendez de nouveau là? Ouais, on t'a récupéré. On est perdu pendant quelques secondes. Je disais que le match concrètement était plié à la fin du premier quart-temps et qu'il y a eu assez peu de suspense parce qu'il y avait un décalage de niveau assez fort. De la faiblesse des Pelicans. Mais mon deuxième point aussi, c'est que on a récupéré quand même l'intégralité quasiment de notre roster et ça se voit. Ça se voit quand tu as le roster complet, quasiment sans Exum. Quand tu as beaucoup plus de rotation et que ton banc en plus est performant, là, du coup, c'était plus la même équipe. Donc, ils ont tranquillement et gentiment gagné contre des Pélicans qui me font mal au cœur. Parce que j'avais dit dans la pré-saison, je croyais un peu au potentiel de cette équipe, mais forcément, quand tu es autant décimé, là, tu es en train de lorgner vers le fond de la conférence Ouest, ce qui est dommage. Il y a quand même quelques enseignements qu'on peut tirer, non, Quentin? Luka, par exemple, il a fait un bon match. Est-ce qu'on est proche de revoir le Luka MVP qu'on attend depuis le début de la saison?
Non, non, non. Alors oui, ce qui est cool, c'est que donc on va en parler après. Il a manqué le précédent match pour des douleurs au genou officiellement. On se demandait même s'il allait jouer celui-là. J'ai vu plusieurs sondages sur Twitter où les gens étaient globalement plutôt pour que Lucas se repose, ce qui en dit long quand même sur de un la confiance qu'on a dans le groupe et de deux un peu le niveau de Lucas en ce moment. Et au final, bon, il a joué et il a fait un match qui est quand même très propre, avec des pourcentages qui sont corrects. Il finit meilleur marqueur. On voit quand même qu'il est encore loin du niveau qu'il peut avoir avec ce qu'on a vu l'année dernière où il a fini troisième en course du MVP. Il faut savoir aussi qu'il y a pas mal de ses points qu'il met sur la fin du match, quand le match est vraiment plié de chez plié. J'ai vu pas mal de débats là-dessus, sur le fait que Luka n'aurait pas dû jouer, etc. Mais au final, il joue moins de 30 minutes dans un match où je pense que c'est important pour le remettre en route, de faire un petit peu ses possessions qui comptent pas beaucoup, et comme ça on peut tester un peu comment son genou réagit. Et puis comme l'a dit Nico, les 41 points d'écart, ils nous font beaucoup de bien pour le classement de l'NBA Cup. J'y reviendrai plus tard dans le podcast. Donc voilà, je dirais pas que Luka était le MVP de la rencontre. D'ailleurs, j'en ai pas vraiment dans notre équipe. On a tous plutôt très bien joué. Mais on va dire que c'est encourageant, un bon match comme ça. Maintenant, il va falloir le montrer face à une grosse équipe, et ça tombe bien, on a Denver qui arrive ce vendredi. Ce que tu disais Quentin là sur Luka, j'appliquerais un peu la même chose sur Klay Thompson, quoi. C'est un match de remise en confiance. Je pense qu'il a été dans le trou absolu contre OKC. Je suis sûr qu'on en reparlera tout à l'heure. Et le voir, même si c'est l'équipe C de la Nouvelle-Orléans, eh ben, ça fait du bien quand même. Ça le fait du bien de reprendre confiance, de remarquer des points, d'avoir de nouveau l'adresse extérieure. Oui, c'est pas la grosse opposition, mais je pense que psychologiquement, ça fait toujours du bien. Oui. La valeur de ce match, elle est dans la reprise de confiance collective, bel élan de 3 victoires d'affilée. Et puis pour ceux qui n'ont pas forcément été super performants ou aussi réguliers qu'on le souhaitait dans les derniers matchs, ben là, ils s'offrent une soirée tranquille. Ouais, il a 19 points, 5 sur 9 à 3 points. Il a été interviewé à la fin du match. On lui a demandé s'il était satisfait de sa prestation. Il a dit j'ai raté un 3 points dans le coin à un moment donné. C'est inexcusable. Il est perfectionniste, je pense. Hein. Il a quand même, il a cité les 2 shoots là qu'il avait ratés, mais bon, globalement une bonne performance de Klay Thompson. Heureusement qu'on l'a pas interviewé à la fin du match contre OKC, parce que sinon, parce qu'il n'aurait pas répondu. Hein. Et il y a un autre enseignement dont je voudrais parler, c'est sur un joueur qui n'est pas rentré. C'est Dinwiddie, il n'a pas joué. Hein. Est-ce qu'on a un début de hiérarchie là sur les arrières qui sortent du banc? Ouais, pour moi, clairement, notamment parce que Quentin Grimes affiche un niveau qui est vraiment satisfaisant pour un joueur en sortie de banc. On verra comment ça va se passer quand Exum revient. Mais pour l'instant, il y a une hiérarchie qui est assez claire, avec Grimes, le premier arrière qui sort, Hardy qui aura des minutes un peu moindres, mais qui a quand même des minutes, et Dinwiddie qui est en DNP. Et ça, c'est super, c'est clairement ce qu'on voulait. Donc je comprends toujours pas pourquoi Kidd a fait tous ces changements pendant plusieurs matchs. Mais là, voilà, la hiérarchie s'affirme. C'est très bien pour l'équipe maintenant. C'est bien aussi pour le futur à court terme, c'est-à-dire la trade deadline, et moyen terme, c'est-à-dire que Hardy et Grimes puissent éventuellement continuer pour la suite de l'aventure avec les Mavericks. Et un deuxième point qui m'a bien plu ces derniers matchs, c'est que j'ai trouvé que Hardy est de plus en plus intéressant au panier. C'était un domaine dans lequel il était mauvais. Hein. Normalement, le panier, c'est en dessous du cercle, c'est une zone où on doit avoir des très hauts pourcentages. Et en fait, Hardy était quand même globalement bien en dessous de la moyenne NBA. Et là, sur les derniers matchs qui passent, il s'améliore. Donc le duo Grimes-Hardy, c'est vraiment sympa en sortie de banc. Et je pense qu'on Kidd a enfin trouvé quelque chose qui semble bien marcher. Donc bon, on n'a pas encore le recul, mais il faudra voir comment ça se passe contre Denver. Mais c'était quand même une information forte qu'il ne fasse pas jouer Dinwiddie du tout. Ouais, et ce que tu disais, Quentin, sur Quentin Grimes, ton homonyme, c'est cool de le voir performant à la fois en étant dans le 5, puisqu'il a fait 2 matchs dans le 5, si je dis pas de bêtises, et de le voir aussi performant en sortant du banc. Tu as l'impression que ça l'affecte pas beaucoup, et j'aime beaucoup la polyvalence qu'il apporte dans son jeu, en fait. Passing game, costaud en défense,
Il a un shoot sérieux à l'extérieur. Il fait pas beaucoup d'erreurs. Pas de Je perte le de trouve balle. vraiment intéressant. Et assez beau à voir jouer aussi, j'aime bien. Enfin, il tire, il dégaine très rapidement. Ouais. Il est assez plaisant à voir jouer. Au niveau du scoring, par exemple, c'est pas le cas de Najee Marshall que j'aime beaucoup voir jouer de manière générale, c'est-à-dire un peu comment il se déplace, comment il va faire les passes, etc. Par contre, le shooting de Najee Marshall, je trouve que les tirs sont esthétiquement pas très beaux. Grimes, c'est un peu l'inverse. J'aime vraiment, je trouve que il est très sympa à voir jouer. Donc non, c'est cool. On va attendre un petit peu avant de confirmer, mais on va dire qu'on est sur la bonne trajectoire. Ouais, et puis belle Oui. qualité athlétique en fait. Il m'a rappelé, le voir jouer, ça m'a rappelé un moment, tu sais, l'athlétisme et l'énergie de notre ancien Australien préféré, Josh Green. Et oui. Mm. Dans la Alors, rapidité et la qualité athlétique. un autre point sur ce match, c'est qu'on a 7 joueurs au-dessus de 10 points. Et on va bien sûr parler du match contre OKC, mais c'était aussi le cas contre OKC. Et il me semble que, bon, je sais plus la stat, mais avoir deux matchs de suite avec 7 joueurs au-dessus de 10 points, c'est arrivé très, très rarement. Je ne me rappelle plus quand est-ce que c'est la dernière fois. Peut-être Quentin, toi tu sais. Ah non, là tu mets une colle, mais c'est sûr que c'est quelque Euh, chose qui est très très rare. 7 joueurs au-dessus de 10 points, enfin, faut se rendre compte quand même que ça fait 70 points au total, sachant que tu as toujours des stars qui mettent beaucoup de points. C'est déjà quelque chose qui est assez rare. Le faire 2 matchs de suite, c'est fou. Mais bon, ça vient des choix de Jason Kidd que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup tourner. Hier, on a 10 joueurs qui sont en plus de 13 minutes. C'est énorme. Mais contre OKC, il me semble qu'on est dans les mêmes. On est à peu près pareil. J'aime bien ce choix qu'il prend d'ouvrir sa rotation avec, en fait, il a vu qu'il y avait plusieurs joueurs avec lesquels ça marchait bien, donc du Najee Marshall, Kleber qui a toujours ses minutes, Grimes, Hardy, et globalement ça fonctionne pas mal tout ça. Donc ça permet aussi à l'effectif de rester frais et à se donner plus en intensité. Donc pour l'instant c'est tout bueno tout ce que nous propose Kid sur ce point-là, et ça explique en partie les 2 belles victoires qu'on vient de faire, je pense. Ce qui est bien en fait, c'est que comme la saison régulière, c'est quand même un terrain de jeu aussi des tests et des expérimentations, hein. Tu es censé apprendre, tu Ouais, testes des choses. Le fait d'avoir des blessés, mine de rien, ça a permis à des joueurs d'avoir des minutes, de jouer plus que prévu et de se révéler. Et je pense que Grimes a vraiment gagné sur ce jeu-là. Donc très bien, continuons les expérimentations. Autant on peut être frustré des défaites, autant ça a permis d'établir une hiérarchie un peu plus claire. Et j'aime bien la logique, moi, d'ouvrir le banc. Je dirais aussi que le banc, il s'est un peu fermé aussi pour certains joueurs, hein. Comme vous l'avez dit, je pense que ce soit Dinwiddie ou Prosper, on a bien compris que là, ça sent la fin Ouais, de rotation pour les deux, hein. ouais, ils sont avec Markieff Morris au même rang. Ah, c'est pas bon d'être pro avec Markieff Morris, hein. Ouais. T'es à la Enfin, je limite de dirais, jouer au domino sur le banc, hein. Tu sens que ouais, Markieff Morris, il est pas très loin de sortir les dominos. Je pense ouais. qu'il est pas loin. Ouais, mais le problème, c'est que Markieff Morris, lui, il a été recruté pour les dominos. Que Prosper Dinwiddie, c'est moins le cas, quoi. Il est un peu peut-être jeune que pour les dominos, Prosper. Par contre, et, Dinwiddie, il confirme que même s'il a eu quelques éclats, globalement, il semble un cran en dessous des autres, hein. mais Kidd, à mon avis, il a appelé Markieff Morris après le match contre Utah de faire une réunion de joueurs. Morris, il a dû, c'est son rôle, hein, c'est pour ça qu'il est là. Il a dû rameuter les troupes, encourager tout le monde, et puis voilà, c'est ça son rôle. Possible. On parle du match contre OKC. Je pense qu'il faut qu'on revienne bien sûr sur Oui, ce match. oui. C'est la victoire qui fait vraiment du bien aux Mavericks. Ouais. Alors, comment expliquer cette belle victoire des Mavs, Quentin? Alors, déjà, j'ai fait exprès de ne pas parler du match d'avant de P.J. Washington et Derek Lively parce qu'on a encore plus matière à en parler dans le match face à OKC, mais ils ont aussi été très bons hier face aux Pelicans. Alors, la victoire contre OKC, alors déjà, il faut bien dire qu'il y a plusieurs facteurs, hein. Premièrement, OKC a des blessés. Il faut clairement le dire. Chet Holmgren n'est plus là. Hartenstein, du coup, n'est toujours pas là pour eux. Caruso, il me semble aussi, était absent. Enfin bref, ils ont quand même pas mal de blessés. Mais on en a clairement profité. Et ça, c'est mon facteur numéro 1. On les a dominés à l'intérieur par la taille. Ça, c'était assez fou. Et d'ailleurs, je l'avais dit dans les podcasts, j'attends vraiment que l'équipe, elle s'impose dans la peinture face à OKC. C'est ce qu'on a fait. On les a bouffés au rebond d'une manière phénoménale. Derek Lively a été vraiment très très bon dans ce domaine, j'ai vraiment vraiment apprécié. Et pour moi, ça c'est le facteur numéro 1 qui fait qu'on a pu l'emporter. Et le deuxième facteur, on a commencé un petit peu à en parler, c'est le fait que c'est encore une fois joué de manière très collective.
plein de joueurs qui ont joué, la rotation était assez ouverte, 7 joueurs une nouvelle fois plus de 10 points, ça c'est super bien. Juste, moi il y a une seule chose sur laquelle je voulais revenir, parce que j'ai un peu un paradoxe, c'est que sur ce match-là, on a Daniel Gafford qui a fait une performance un peu monstre quand on regarde les stats, hein, il prend 8 rebonds offensifs, c'est énorme 8 rebonds offensifs, mais il a le pire plus-minus de l'équipe, il a été benché sur la fin du match par Kidd, et c'est pas la seule fois que c'est arrivé. Contre le Jazz, c'est aussi de loin le pire plus-minus de l'équipe, alors qu'il sort du banc, donc normalement il est censé être face à la seconde équipe. Je sais que cette stat ne veut pas tout dire non plus, mais quand même sur ce match-là, à la fin du match, Kidd l'a vraiment benché, donc ça a été un petit peu ma déception, et en fait on a plus dominé par Lively et PJ Washington que par Gafford, même si les stats disent le contraire. Moi vraiment, voilà, cette domination, je la mets sur le dos de PJ et de Lively qui ont fait un super travail, et ce qui explique pour moi cette très belle victoire à l'extérieur, alors qu'on était en back-to-back. Ouais, je rappelle les stats, hein. Mavs, 53 rebonds contre OKC 29. Ouais, et voilà. puis, parmi les 53, il y en a 18 offensifs. C'est quand même, ils avaient une domination à l'intérieur qui était assez exceptionnelle. Ah ouais. Ah ben Lively, quand tu avais les plans larges, un peu, enfin du terrain, c'est vraiment, tu avais l'impression que Lively, c'était comme Boban mais dans une raquette normale, tellement il était plus grand que tous les autres joueurs, parce que oui, OKC étant décimé dans le point de vue de leur big, et ben là, voilà, ils n'avaient pas d'autre choix. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même bien le prendre en compte. Si on vient affronter OKC à 100% de leur capacité, ça sera un match tout autre que celui qu'on avait, qu'il faut bien en être conscient. Il y avait un peu un côté, on a mis 2 adultes au milieu des cadets là. Ouais, voilà, Et c'est on ça. voit qui sont les adultes et qui sont les cadets. En plus, je pense que ça va être une des grandes interrogations pour moi de OKC, c'est la qualité intérieure. Effectivement, là, d'ailleurs, honnêtement, j'apprécie, je suis ravi de ces 3 dernières victoires, mais il y a un point commun sur ces 3 dernières victoires contre OKC Spurs et New Orleans hier soir. C'est quand même les 3 équipes sont décimées Oui. et privées de. Alors, c'est pas le cas d'OKC, mais en tout cas de joueurs majeurs. J'allais dire de leurs meilleurs joueurs. C'est pas leurs Si, meilleurs joueurs, mais au moins. OKC, ils ont perdu Chet Holmgren quand même. Ouais, enfin, je pensais, il y a Chai, quoi. Ouais, Mais ok. en tout cas, il y a des joueurs très forts qui sont absents et les Mavs en bénéficient. On se plaignait un peu d'avoir joué Phoenix au complet, et là, Phoenix, il traîne la patte, du coup, avec plusieurs joueurs manquants. Bah, là, on est comme sur une rotation. Enfin, jouer les Spurs sans Wemby, jouer OKC sans Chet et New Orleans sans à peu près toute l'équipe. Forcément, ça te met dans les meilleures dispositions. Bien sûr. Ouais, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'enflammer non plus. Exactement. Mais on prend. Après ces défaites pourries là, de un panier en série, c'est comme ça aussi qu'on regagne confiance. Et c'est le Bon, lot Nico, d'une longue saison régulière. Nico, juste un petit mot là sur PJ Washington quand même, parce que Quentin en a parlé, il a fait un énorme match, mais 27 points, 17 rebonds. C'est peut-être pas son meilleur match en carrière, parce que en playoff l'année dernière, il avait fait des prestations incroyables, mais c'est un de ses top 5 de carrière pour PJ. Ouais, clairement, c'était il y a playoff P, ben là c'était playoff PJ. Je pense qu'il avait vraiment envie de les écraser, hein. Je sais pas s'il a développé un sentiment anti-OKC où il est au top de la rivalité contre OKC, mais il était surmotivé. Et en énergie, il n'y a pas uniquement en fait, tu sais, de la taille, de l'intensité défensive. En énergie globale, il les a écrasés. Il y a plusieurs actions. Tu sais, il va réussir à forcer à l'intérieur avec beaucoup d'énergie, il balance sur la planche, il claque un énorme dunk à 2 mains. Waouh, c'était du top niveau PJ. Ouais, c'était playoff PJ. 17 rebonds, c'est son record en carrière. Mine de rien, PJ Washington sur cette saison, donc il a joué 10 matchs, 7 victoires, donc 70% de victoires avec PJ Washington, et du coup sans lui, il me semble qu'on doit être à 1 sur 5 ou 1 sur 4, un truc comme ça. Et oui, comme tu dis, en fait, l'énergie qu'il déploie, c'est ce qui nous a manqué, notamment contre Utah, où en fait on s'est retrouvé sans... il y avait aussi Kyrie qui était absent, mais c'est vraiment, on l'a dit plein de fois, ce mec, c'est vraiment une encre défensive, énergétique un peu de toute cette équipe. Il fait vraiment beaucoup de bien. Il est grand, mine de rien, on a tendance à l'oublier, mais on voit que, notamment face à OKC, on voit qu'il est quand même, qu'il est quand même grand. Et c'est vraiment trop important d'avoir un joueur comme ça dans l'effectif. Alors bon, on va pas jouer OKC malheureusement 82 fois par an, mais si c'était le cas, ce mec il serait dans le débat avec Michael Jordan et LeBron James. C'est fou comme face à OKC, il quadruple toutes ses moyennes et tout.
Enfin bref, c'était Ouais, un parce que vrai plaisir de le voir. On verra après quand il aura Chet Holmgren en face de lui en saison régulière Ouais. ou en playoff. Et pour le coup, Euh, il l'avait l'an dernier, tu vois, dans la ouais, série face au KC, et il a été phénoménal, ce qu'il n'a pas été, enfin pas autant face aux Clippers ou aux Wolves ou aux Celtics. Mais je c'est sais vrai. pas, au KC, il y a peut-être, lui, il est de Dallas, hein, comme vous, il vit à Dallas, comme vous deux, et du coup, il aime pas la ville juste à côté là. Voilà, je pense Bon. il aime pas. Et Je pense. il était vraiment dans la zone, excuse-moi Nico, parce que Oui. bon, 3 sur 4 à 3 points, c'est clair, mais vous n'avez pas parlé de ses 10 sur 10 au lancer. Je pense qu'il était concentré, il voulait, comme tu as dit Nico, il voulait les détruire, il savait que c'était son moment. Ouais, puis je pense qu'ils étaient sous pression, mine de rien, les Mavs, hein. Tu sais, la défaite, à mon avis, à Utah, elle a fait mal un peu à tout le monde. Là, c'était quand même un match avec ceux qu'on présente comme les leaders de la conférence Ouest. Je pense que si t'es pas motivé, en plus, il a été out pendant quelques matchs. Si t'es pas motivé ce match-là, saison régulière, je sais pas à quel moment t'es motivé, en fait. Sinon, t'attends les playoffs. Ouais, Donc, c'était quelque part logique. Mais effectivement, il a montré son A-game, comme on dit. totalement. Et dans ce match, Luka Doncic était absent. Alors, est-ce que finalement, c'était pas un mal pour un bien, Quentin, quel impact ça a eu sur l'équipe? Eh ben, pas tant que ça, ce qui est globalement une très bonne nouvelle, parce que on sait d'où on vient avec une équipe où Luka Doncic est le franchise player. C'est-à-dire qu'on était à une époque où dès qu'il était absent, on savait que le match était perdu d'avance. Je pense notamment à la première partie de saison dernière, hein. Donc c'est quand même globalement bien qu'on soit assez confiant sur le fait qu'on puisse gagner un match même si Luka est absent. Il a pu du coup reposer son genou, on sait clairement qu'il est blessé, ça c'est cool. On a vu une augmentation notamment du pace de l'équipe, donc le nombre de possessions, c'est pas une surprise. Et puis du coup, on voit que, mais c'est pas une surprise non plus, qu'on a Kyrie Irving qui est le meilleur joueur des Dallas Mavericks sur ce début de saison et qui gère parfaitement, mais avec un calme, une sérénité. Euh, une simplicité qui est vraiment très agréable à voir. Que ça soit esthétiquement son jeu qui est toujours aussi beau, mais bon, Kyrie, ça fait 10 ans que c'est le cas, mais aussi dans la manière dans laquelle, en étant discret, il arrive à te faire un match avec des pourcentages très corrects, en étant à plus de 20 points, en faisant des passes décisives, en perdant très peu de ballons. Et en fait, il laisse les autres joueurs autour de lui s'exprimer, tout en étant là pour rassurer quand il faut, pour mettre les bons 3 points là qui font mal quand il faut. Et moi, voilà, Kyrie, j'adore, donc je voulais prendre cette... je hijack ta question sur Luka pour faire une déclaration d'amour sur Kyrie. Autant, voilà, je croise les doigts pour que ça continue de durer comme ça. Et je pense que ça fait aussi du bien à Luka de savoir qu'il a un co-franchise player avec lui. Ça fait un an qu'on parle de franchise player A et B. Là, on est vraiment sur le niveau. Pour moi, les deux sont au même niveau, hein, sur ce qu'on voit sur ce début de saison. Et j'espère que ça va durer parce que c'est un vrai régal à suivre. Il ne manque plus que Luka monte petit à petit en régime, qu'il fasse démarrer le moteur diesel et on va pouvoir se régaler à 100%. Ouais, et que le genou de notre ami Luka le laisse un peu tranquille. Je me demande dans quelle Ouais. mesure c'était emmerdant un peu dans ses déplacements, dans sa latéralité, et dans quelle mesure ça a impacté tous ses efforts. Mais en tout cas, reposez-le. Enfin, c'est la saison régulière, ça sert à rien de tirer sur la corde dès le début, hein. On n'a pas envie de perdre Luka pendant 2 mois, hein. Bon, les gars, il y a quand même un petit point un peu négatif sur cette rencontre. J'aimerais qu'on revienne dessus parce que quand on a eu ces 4 défaites de suite, elles ont toutes été dans le clutch, perdues, on l'a dit, hein, de 1 point contre les Suns, de 2 points contre les Nuggets, de 3 points contre les Warriors, de 2 points contre le Jazz. Dans ces 4 matchs, la gestion des dernières minutes n'a pas été bonne et contre OKC, il faut le dire, ça n'a pas été bon non plus. Je vous rappelle les faits. 1 minute 30 de la fin, les Mavs mènent de 10 points et on a l'impression qu'ils voulaient donner le match à Oklahoma City. On a eu une perte de balle de Hardy quand il était en train de remonter le ballon de l'arrière. On a eu un entre-deux qui a été sifflé avec Kyrie Irving qui attendait qu'on lui fasse la faute. On a eu les OKC qui a fait exprès de rater un lancer, qui a récupéré le ballon. Il y a même eu un 3 points à la fin qui n'a pas que OKC a raté, mais qui aurait égalisé. Franchement, j'ai eu une crise cardiaque dans cette fin de match. Pourquoi est-ce que Dallas n'arrive pas à terminer les matchs de façon
correct. Surtout quand on voit d'où on vient l'an dernier, où on était très très bon dans le clutch. Il y a quand même certaines questions à se poser. Pour moi, tout de même, il y a quelque chose qui est assez parlant. Tu l'as pas dit, il me semble que Najee Marshall aussi, hein, il merde pas mal sur la fin de match. Le fait que Najee Marshall, ils aient comme ça la balle dans des moments du match qui sont très importants, c'est un petit peu une critique qui revient sur Kyrie Irving qu'on a fait plusieurs fois, c'est que c'est très 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 bien de se mettre en retrait, de laisser ses coéquipiers s'exprimer pendant tout le match. Cependant, les 2 dernières minutes du match, encore plus si Luka Doncic n'est pas présent sur le terrain, c'est un petit peu à Kyrie de prendre les choses en main. Des joueurs comme Jaden Hardy ou Najee Marshall n'ont pas, je pense, à avoir des ballons aussi importants dans des moments critiques. Évidemment, il faut faire tourner la balle, hein, mais Kyrie doit être un peu plus présent pour qu'on soit meilleur. Ça veut pas dire qu'il va pas perdre la balle, hein. Il l'a fait contre Phoenix avec une perte de balle qui nous a un peu déchiré le cœur. Comme tu dis, là, il se fait prendre dans l'entre-deux. Mais il faut que l'équipe soit un petit peu meilleure là-dessus, parce qu'on a des joueurs qui sont peut-être pas encore assez matures pour gérer les fins de match. Et puis bon, il y a toujours aussi le facteur chance, hein, qui fait que des fois les choses vont dans l'autre sens ou pas. Mais voilà, je pense que sur ce point-là, on peut s'améliorer en donnant un petit peu plus la balle à des joueurs d'expérience, voire peut-être si on peut mettre Klay Thompson dans une certaine situation, c'est quand même un tireur de lancer franc qui est fiable. Donc ouais, il faut travailler là-dessus parce qu'on en aura d'autres, des matchs clutch, et il faudrait être meilleur que ça. Quand tu mènes de 10 points à 90 secondes de la fin, tu dois pas te faire peur comme ça, c'est interdit. Alors perso, j'avoue que vu ce match-là, je pense qu'il y a un mec à qui j'aurais pas filé le ballon, c'est Klay Thompson, hein. Je veux pas faire le hater Klay Thompson, mais j'avoue qu'il est cataclysmique sur ce match. Vraiment, là, il m'a fatigué à un point. C'est pas un point de non-retour, mais il était vraiment, vraiment dans le gouffre sur ce match. D'ailleurs, c'est une bonne nouvelle une fois, hein. Tu gagnes sans Luka et j'ai envie de dire sans Klay Thompson, ou en tout cas le cousin ou la version Wish de Klay Thompson. Vraiment pas du tout dans ses baskets à tout niveau. Évidemment l'adresse extérieure, mais pas que. Il a fait quelques jolis stops défensifs, mais il n'était pas du tout dans son match. Donc, bon, après, il gagne. Effectivement, fallait rester zen, hein, dans les derniers instants. Mais bon, il l'emporte. C'est ce qu'on retient. Ouais. Bon, les gars, on n'a pas parlé du match contre San Antonio. Est-ce que vous voulez un petit mot vite fait, hein? C'était un match contre les Spurs sans Wembanyama. Pas trop d'enseignements après de ce match, à part le fait que ça a cassé la série de défaites. Bon, un petit mot vite fait. Moi, en 2 mots, les Spurs, quand on enlève Wemby et Darius Vassell, hein, les 2 étaient absents. Forcément, c'est pas du tout la même équipe. Donc, ça nous a fait du bien. Ça nous a fait beaucoup de bien de jouer une équipe qui n'était pas à 100%. Curieux de voir quand les deux seront revenus à 100%. On va les rejouer de toute façon, c'est le plaisir. San Antonio, les équipes du Texas, on les joue régulièrement, on va dire ça comme ça, que de rejouer San Antonio. Donc pas d'apprentissage particulier sur ce match, plus un regain de confiance qui fait plaisir. Et une rivalité texane qui ne fait que gonfler, parce que nos amis de Houston aussi, ils font une belle saison vraiment, hein. Je suis agréablement surpris. Enfin, agréablement, pas surpris, parce qu'on en avait déjà parlé dans la preview, j'avais du mal à les placer, mais il y a beaucoup de joueurs qui confirment, hein, cette année. Et je trouve qu'ils ont un bel élan. Bon, ouais, pour San Antonio aussi, parce que sans Wemby, sans Vassell, sans Jeremy Sohan, ils ont quand même gagné hier face au OKC, hein. Celle-là, j'avoue que j'ai été très très surpris en me réveillant de voir qu'ils ont réussi à gagner face au OKC Spurs. Non, moi, un mot sur ce match-là. Clairement, je vais être honnête avec vous. Celui-là, je l'ai skippé. Je l'ai pas regardé. J'ai regardé juste l'highlight le lendemain, donc je vais pas vous parler plus longuement de celui-là. Vraiment, j'étais un petit peu au bout après la défaite contre Utah. Et du coup, je me suis dit, non, bon, allez, celui-là, je vais pas le regarder. Demain, je me lève, je veux voir une victoire d'au moins 10 points. Et c'est ce qui s'est passé. Ça m'a un peu réconcilié pour remettre le réveil 24 heures plus tard face à OKC. Et on a pu repartir sur cette bonne dynamique. Ah si, moi, j'ai un dernier truc à ajouter sur ce match. Je sais pas, Barnab, tu connais peut-être plus que toi, que Quentin. Vous connaissez un jeu qui s'appelait Altered Beast. C'était un jeu d'arcade à la fin des années 80, début des années 90. Et en gros, non, je ne connais pas, mais tu as donné un indice sur mon âge, Nico, c'est ça? Exactement, et sur le mien aussi, accessoirement. Mais en gros, c'est un guerrier un peu sous stéroïde dans la Grèce ancienne.
Et en gros, c'est un gros guerrier assez costaud. Et en gros, quand tu prends des bonus, au bout d'un moment, il se transforme en une espèce de monstre surpuissant, super costaud, qui saute partout et qui est inarrêtable. Bah, c'était un peu mon impression de Daniel Gafford dans le match contre les Spurs. Qu'il était beaucoup plus costaud et beaucoup plus énergique que tous les autres sur le terrain, et particulièrement les Spurs à l'intérieur sans Wemby. Ouais. C'est vrai que 23, ce 3 match-là, contre. il finit à 9 sur 10, 3 contre. Il fait un très beau chantier quand même sur ce match-là. Ah, fou. Bon, allez les gars, on parle un peu de cette conférence Ouest. Bon, c'est le début de saison, bien sûr. Hein, on va pas encore faire des classements pour les playoffs, mais est-ce qu'il y a une hiérarchie qui se dessine, Nico? Bah, je dirais que la saison NBA, c'est long. Donc, et on voit bien, là, on en a surtout sur les matchs qu'on a évoqués, on voit bien un peu l'impact des blessures sur les rosters. On a vu l'impact sur les Mavs, on l'a aussi vu un peu sur les autres équipes qu'on a pu jouer. Donc, on va nuancer tout ça en se disant que les blessures ont un impact sur l'élan des équipes et leurs résultats. Mais, on voit quand même qu'il y a il y a quand même des choses qui commencent à se dessiner. Malgré tout, Oklahoma, alors ils sont peut-être plus premiers maintenant, tu as raison, avec la défaite hier soir. Enfin, malgré toutes ces blessures, ils sont quand même au sommet. Il y a quelques surprises dans le lot. Il y a une hiérarchie qui se dessine, mais quelques petites surprises intéressantes. Dans notre émission sur les forces à l'Ouest, on avait mis les Warriors et les Lakers dans le ventre mou de la conférence. Et ben là, il s'avère que Golden State est premier et les Lakers sont troisième. C'est pour de vrai, là, les équipes de Californie? Alors les Warriors, je pense que ça risque de perdurer, notamment avec le jeu de rotation important de Steve Kerr. Il n'est pas dépendant d'un ou deux joueurs. Il a certains joueurs évidemment plus performants que d'autres. Il a quand même une rotation assez large. Les Lakers de JJ Redick, très performants. Je fais le même bémol que celui que j'avais donné l'année pré-saison. Mettez bien LeBron James dans le formal si nécessaire. Et même chose pour Anthony Davis. Hein. Même s'il y a des bonnes surprises dans le roster, notamment un rookie sorti de nulle part. Enfin, pour faire court, il performe bien. J'attends de voir sur l'ensemble de la saison. Ok, et d'autres équipes qui sont un peu surprises, Quentin? Surprise, je trouve que les Timberwolves sont un petit peu, nous ressemblent un petit peu sur certains points, dans le sens où, là, du coup, on l'a dit, ça va mieux, il y a 3 victoires, mais on a quand même eu la série de 4 défaites. Il y a eu un petit peu des questionnements, etc. J'ai l'impression qu'on est un petit peu similaire sur certains points. J'ai vu que leurs fans n'étaient pas tout à fait satisfaits des débuts, alors qu'ils sortent d'une saison régulière très intéressante. Donc ça, j'ai noté que c'était un peu dans la même mouvance. Les Grises qui n'arrivent pas à confirmer. Bon, ça, je dirais tant mieux, parce qu'on va quand même les jouer 4 fois cette saison. Enfin, comme toutes les saisons, d'ailleurs. Et puis sinon, globalement, les choses rentrent plutôt dans l'ordre. Alors oui, il y a la bonne surprise des Warriors, mais bon, ça va peut-être se retourner contre moi, mais je pense que c'est effectivement une équipe qui va être très bonne en saison régulière, mais qui ne me fait pas forcément peur sur une série de playoffs. Ouais. Tu penses toujours que les Clippers vont être en playoffs sans passer par le play-in? Est-ce que j'avais dit sans passer par le play-in? Je sais plus, je me rappelle plus. Tu les avais mis combien? Je sais. Tu avais dit sans passer par le play-in, Quentin. Tu avais justement dit que c'était un Non, mais je gros crois pari. que tu avais dit. Je maintiens que les Clippers, je pense, ça peut être une bonne surprise. Je pense que ça peut aller en playoff, ouais. Moi, je mets toujours là aujourd'hui, je mets les Clippers devant les Kings ou peut-être même les Grizzlies. Non, de ce que j'ai vu, c'est quand même assez intéressant. Je pense qu'on est un petit peu dans du Warriors en moins bon en termes de talent, à voir si Kawhi arrive à revenir et à jouer, mais j'y crois toujours. Attends, j'espère qu'ils vont me donner raison là. J'aurai de quoi parler dans quelques mois. Moi, je Et on crois avait. toujours aux Timberwolves. Hein. Je les avais annoncés deuxième à l'Ouest, même si je me suis peut-être un peu emballé. Bon, ils font surtout penser aux Knicks, en fait. Au-delà Ouais. de l'échange direct entre les deux équipes, on sent que la hiérarchie a été bousculée, que les deux équipes commencent un peu à prendre leur marque doucement, que ça prend du temps et c'est normal. Mais on en reparle dans quelques mois. Et nos Mavs, vous les aviez mis troisième. On garde quand même. D'ailleurs, on les avait tous les trois mis troisième, je crois. On garde ce prono. On change pas notre avis encore. Oui, ça finit toujours avec l'avantage du terrain, je pense, Dallas. Globalement, on est passé, on a quoi, genre une ou deux victoires d'écart avec une équipe qui doit être quatrième, je pense. Ça
ça va rentrer dans l'ordre. Évidemment, on croise les doigts, on touche du bois pour qu'il n'y ait pas de blessure, mais ça devrait rentrer dans l'ordre quand même. Il faut qu'on aille affronter la Ligue 2 encore. Là, D'autant plus, Quentin, que le calendrier à venir est assez favorable. On a eu une période, on a joué des équipes plutôt du haut du... Oui, la transition, merci. Du haut du classement, mais là, on va quand même passer par pas mal d'équipes de l'Est, des équipes qui ont des blessés. Je vous cite un peu. Donc, il y a Denver vendredi, mais après, c'est Miami, Atlanta. Bon, il y a un beau match contre New York la semaine prochaine, le 27. Et puis après, on joue Utah Jazz, Trailblazers, Memphis Grizzlies, Washington Wizards, Toronto Raptors. Là, il faut remonter au classement avec ces matchs-là. Vraiment, le calendrier, il est favorable. Oui, alors globalement, le calendrier est plus favorable. Alors, il y a quand même des équipes qui vont pas être faciles à jouer. Hein. Je ne sais pas si Jokic va revenir. Hier soir, il n'a pas joué face aux Grizzlies. Mais bon, il y a une partie de moi qui a envie qu'il joue vendredi pour qu'on ait un vrai test. Il y a une autre partie de moi qui aimerait bien qu'il ne joue pas parce que c'est un match de NBA Cup et je fais peut-être partie des 10% des fans de NBA qui sont des vrais Yankees et qui aiment bien ce truc. Mais moi, j'aime bien les NBA Cup. Là, je m'y intéresse quand même. J'aimerais bien qu'on fasse quelque chose. Avec l'écart de 41 points qu'on a mis là, en fait, si on gagne Denver et qu'on gagne Memphis, donc Memphis, ça sera le 3 décembre. On sera sûr d'être qualifié au prochain tour. Donc je vais vraiment regarder ce match avec attention. Et puis ensuite, un match face à Miami, chez eux, c'est jamais facile. On ne sait jamais trop quoi s'attendre avec cette équipe. Et là, il me semble que Jimmy Butler, ça tourne, et Tyler Hero, ça tourne vraiment bien. Sinon, après, voilà, les autres équipes, tu l'as dit, il y a clairement des matchs qui sont faciles à prendre. Il y a des matchs qui sont à domicile où tu n'as pas le droit de perdre. Et à l'extérieur, des Wizards, Raptors, Blazers, et même le Jazz, parce qu'on a une revanche à prendre. Ça, il faut gagner absolument. J'ai vraiment hâte de voir ce match face à Denver si Jokic y joue. Et puis évidemment, le retour de Jalen Brunson le 27 novembre avec ces New York Knicks qui sont vraiment sympas à avoir joué. Je pense que ça peut nous donner un beau banger, sachant que, si je dis pas de bêtises, la dernière fois que New York est venu à Dallas, c'était le match exceptionnel, le meilleur match en carrière de Luka Doncic, non ? C'est possible, avec le scénario incroyable à la fin. Je ne sais plus si c'est en 2023 ou 2022. C'est peut-être en 2022. Mais bref, voilà. En tout cas, j'ai très hâte de voir ce match. Mais oui, là, il faut remonter tranquillement au classement. Voilà, remonter dans le top 6. C'est là qu'est notre place. Après 9 matchs, les 9 prochains matchs, là, il y en a 7 qui sont à l'extérieur. Donc, ça fait quand même beaucoup de déplacements. Il y a d'ailleurs, il y a aussi un match en back-to-back là, à Atlanta après le match à Miami. Donc, curieux de voir comment ils vont voyager, nos amis. Utah-Portland aussi, les deux, c'est en back-to-back. Autant qu'on en perde un des deux face à Miami-Atlanta, bon, ces deux équipes qui peuvent montrer. Le Utah-Portland, là, je veux voir une démonstration, c'est-à-dire que on plie Utah rapidement cette fois. Tous les joueurs, ils jouent moins de 28 minutes et le lendemain, on va à Portland et on fait une deuxième victoire. Ça va être intéressant à suivre. On doit gérer ce back-to-back à l'extérieur qui est, t'as raison, le déplacement plus le fait d'être dehors, c'est jamais facile. Donc, ça va être aussi un défi à relever. Et malheureusement, bon, ça c'est pour nous autres qui ne sont pas de votre côté de l'Atlantique, Nico et Ban. Il n'y a aucun match encore à horaire européenne. Ça me fait chier quand même parce que c'est vrai que c'est toujours cool d'avoir des horaires à 21h30 pour faire découvrir un peu au public qui veut pas forcément se lever la nuit, et je comprends. Ça, on en aura un peu plus en 2025. Voilà, faut être patient. Et le jour de Noël aussi, ça sera trop cool. Après, il y a des matchs qui manquent là, puisqu'il y a aussi la NBA Cup il me semble qu'il y a des matchs qu'on ne voit pas encore sur le calendrier. Oui, mais ça sera après le 7 décembre en fait. Donc là, de ceux que tu as dit, ils sont tous dans l'ordre. Par contre, effectivement, autour du 10, 11, 12 décembre, là, effectivement, le calendrier va être revu et là, les matchs ne sont pas affichés. Mais il me semble que tu t'es arrêté à Toronto, donc Toronto, c'est le dernier match qui est connu et ça sera après Toronto où les choses vont être mises dans l'ordre et pour nous, ça sera le 3 décembre qu'on saura effectivement si on est qualifié ou pas après le match face à Memphis. Mais il faut savoir que si on perd un des deux matchs, c'est quasiment impossible qu'on soit qualifié avec 2 défaites en NBA Cup. Donc là, de ce point de vue-là, il n'y a pas de choix. Il faut gagner Denver, il faut gagner Memphis pour pouvoir aller un peu plus loin dans cette compétition particulière. On espère quand même, Quentin et Bernard, j'espère quand même qu'on sera le 30 novembre et le 1er décembre pour les matchs contre Utah et Portland. J'espère qu'ils auront déjà appuyé sur le bouton du tanking sévère, ces deux équipes-là. Donc du coup, on n'aura pas trop à s'en soucier.
Ouais, c'est rare quand même en fin novembre qu'ils aient mis le tanking en marche, mais ouais, on verra, hein, avec un peu de chance. À Les- draft exceptionnel, comportement Et oui, d'équipe exceptionnel. et oui, oui. En plus, il me semble que les prospects se montrent déjà pas mal côté NCAA, donc Exactement. ouais, J'espère que ce sont des matchs, on va les appeler les matchs des dominos de Markieff Morris. Voilà. Ce sont des voilà. matchs, on va les renommer comme ça. Bon, les gars, merci pour l'émission. Je pense qu'on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. J'ai envie de dire, après le match des Knicks, ce serait pas mal de se retrouver à ce moment-là. Bon, en tout cas, merci pour l'émission. Vous, côté auditeur, dites-nous ce que vous pensez des Mavs. Pourquoi est-ce qu'ils ont un regain de succès, 3 victoires d'affilée, il faut le noter. Et puis, abonnez-vous, s'il vous plaît. Ça nous fait plaisir, ça nous encourage. Et puis, ça nous encourage à continuer. Voilà. Merci, les gars. Merci Bird, merci tout le monde. À la prochaine. À la prochaine. Salut les amis.